qui vais donc vous faire découvrir notre exposition estivale qui s'intitule « 1001 d'Orient, les grands voyages de Joseph Philibert Giraud de Frangelles ». Alors, comme le nom de l'exposition le laisse supposer, on va avoir une grande thématique qui est principalement monographique, qui va traiter donc de Giraud de Frangelles, qui est un artiste né à Langres en 1804. Et on va suivre tout un parcours thématique en visitant les confins de la Méditerranée ensemble. Mais pas que, puisque vous allez voir, on va partir de Haute-Marne et on va finalement y revenir pour connaître les dernières années de notre artiste. Donc à partir des années 2000, ces collections vont se vendre à travers le monde et vont rentrer dans des collections pour nous nationales, notamment à la Bibliothèque nationale de France, qui a une centaine de daguerréotypes de Giraud de Frangelles, mais aussi à l'international. Nous apprenons que Giraud de Frangelles est d'une très longue lignée. Il est intéressant de voir dans cette œuvre, tout d'abord, que Coignet et Giraud de Frangelles auront les mêmes intérêts plus tard dans leur production artistique, puisqu'en effet, nous sommes ici face à une œuvre intitulée « Mosquée à Constantinople ». Il y a encore quelques mois de ça, le plâtre que vous voyez ici reconstitué était dans nos réserves, éclaté en 1000 morceaux. Et donc l'exposition a été l'occasion de lui redonner sa splendeur, d'autant que l'original de ce bloc a disparu. En 1839, il va se lancer dans un projet et il va faire le tour de la Haute-Marne, pendant lequel il va s'attacher à dessiner les monuments les plus emblématiques du département. Donc ici, nous avons par exemple la porte des Moulins, donc en son état en 1839. Effectivement, donc, ces travaux de Giraud de Frangelles est aussi le témoignage des évolutions de l'architecture du territoire. Ici, en 1839, donc, la porte des Moulins n'a qu'une seule grande arche. Et à partir de 1855, il va y en avoir deux. Et donc c'est l'état que nous connaissons aujourd'hui de la porte. En créant la lithographie, qui est le système d'impression, l'image se remet à l'envers de la photographie. Ensuite produire des livres d'art, notamment des livres d'architecture, qui vont faire sa renommée. Ces pierres, nous avons la chance de les conserver parce que c'est Giraud de Frangelles lui-même qui, en 1848, a eu l'idée de les faire intégrer à la collection de la Société pour pouvoir éventuellement réimprimer des œuvres qui correspondaient en fait au départ de Giraud de Frangelles pour l'Espagne. Il serait donc parti, très certainement de Carthagène, le 4 octobre 1832, pour arriver en novembre 1832 en Espagne. En novembre 1832, Giraud de Frangelles fait son inscription sur le registre de l'Alhambra, donc le fameux palais pour lequel il était venu travailler. Giraud de Frangelles est donc arrivé à l'Alhambra. Il va s'intéresser à l'architecture, d'abord au palais. Donc, qu'est-ce que le palais de l'Alhambra? Le palais de l'Alhambra est un palais royal qui fut construit dès le XIIIe siècle sous l'époque des princes nasrides et fut repris ensuite par les premiers rois catholiques espagnols. Lors de cette époque, les princes arabes vont développer l'art de l'islam dans le sud du bassin hispanique. Et c'est comme ça que va se transformer tout le sud d'Espagne avec les architectures qu'on peut lui connaître de style arabisant, telles que la mosquée de Cordoue. Jusqu'ici, nous pensions que c'était Giraud de Frangelles qui avait réalisé ces moulages sur le palais lui-même. L'exposition a été l'occasion aussi de remettre en lumière ce travail ici présenté. Nous conservons 40 éléments moulés. Le fait est que notre collection est la seule collection complète de 40 moules. L'enquête est lancée. Elle a été réalisée par des spécialistes de l'art islamique, notamment Claire Delory. Et ils se sont rendus compte
le baron Taylor avait été missionné par le roi Louis-Philippe pour réaliser des moulages de l'Alhambra afin d'ouvrir au Palais du Louvre une galerie d'art espagnol. En effet, on a seulement connaissance de 5 huiles sur toile produites par l'artiste, jusqu'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui encore, pardon. Et nous en conservons 2 exemplaires à Langres, donc cette peinture-ci et la petite vue de Venise dans la salle précédente. Et cette toile de Géraud de Prangey répond à ces canons, d'autant qu'elle rappelle la production de son maître, qui était donc Jules Coignet. Nous avons ici une toile de Jules Coignet, donc, qui est promenade à la montagne de Néraud, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et vous pouvez constater effectivement que nous avons un petit palmier isolé au centre, qui rappelle le palmier isolé de Géraud de Prangey, mais également le traitement du ciel, qui ne rend pas très bien sur l'impression, mais qui montre une perspective atmosphérique à ce niveau-là, que l'on retrouve ici sur les montagnes de l'arrière-plan de la peinture. Palatine est une autre œuvre à l'huile de Géraud de Prangey, donc une huile sur papier marouflée sur toile. Visiter l'Orient. Alors au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, on faisait un grand tour en Italie. Mais au XIXe siècle, on faisait un grand tour en Orient. Ce grand tour a été popularisé par un auteur très connu que l'on appelle François-René de Chateaubriand. François-René de Chateaubriand a écrit Itinéraire de Paris à Jérusalem, et à partir de ce livre, nombreux artistes, écrivains suivent le même parcours que François-René de Chateaubriand pour visiter la Méditerranée orientale cette fois-ci. Le Grand Tour nous permet d'aller visiter la Grèce, l'Égypte, le Proche-Orient et la Palestine de l'époque. Géraud de Prangey donc part en 1842 de Marseille. Il embarque sur un bateau et ne commence pas le grand tour comme tout le monde puisqu'il va aller à Rome. En 1842, il part en compagnie cette fois de son appareil photographique, le fameux daguerréotype. Pendant ce voyage, il va produire énormément de photographies et il va changer son mode de production artistique. À partir de ce voyage, Géraud de Prangey va faire des photographies, soit de vue large, comme on pourra le voir derrière nous, donc comme ici à Rome, des vues larges, ou alors des vues de détail. Il va fréquenter des amis à lui, puisqu'au Caire, à la même époque, nous avons Nicolas Perron, qui est un médecin langois, qui est directeur de l'école de médecine du Caire. D'un daguerréotype qui est daté de 1841. Le local de jardinage. Donc quelque chose de purement terrien, travail de la terre, presque trivial. Juste au-dessus, où nous avons cédé, nous arrivons à la cuisine, le foyer de la maison, où on nourrit les personnes qui y habitent. Étage supérieur, nous avons au rez-de-chaussée donc de la maison l'espace de réception, avec au centre la grande pièce de vie, que nous connaissons contenir un piano, ensuite son bureau, là où il reçoit ses amis érudits, et de l'autre côté une bibliothèque avec un billard. Donc un lieu de rencontre un peu plus décontracté pour tout bon bourgeois de l'époque. Encore au-dessus, nous avons les chambres et la buanderie pour sa femme de ménage, puisque Géraud de Prangey avait beaucoup de personnel sur sa villa, dans sa villa. Et enfin, au niveau du dôme, l'atelier photographique du peintre et de l'artiste. Et sur cette maison, encore une fois, il va réutiliser des motifs qu'il a observés dans son voyage, et notamment
des minerais du Caire qu'il a pu photographier.